Qu'est-ce que l'engagement d'entreprise? Quelles sont ses causes? Quelles sont ses limites? Autant de questions et bien d'autres auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cet épisode hors série de 0, alors pourquoi hors série? Car exceptionnellement, je vais débuter l'épisode par un partage d'un compte-rendu de lecture d'articles portant sur l'engagement d'entreprise. Ce compte-rendu de lecture d'articles sera suivi par l'interview de la psychologue du travail Cécile Dume. Commençons par le compte-rendu de lecture d'articles et par répondre à cette question: pourquoi ce sujet d'engagement d'entreprise est aujourd'hui central pour les managers, mais aussi pour les ressources humaines. Pour répondre à cette question, plusieurs éléments sont à considérer. Je vous en partage deux. D'abord, il y a un véritable intérêt financier à l'engagement des salariés. Une étude d'Edenred, basée sur des réponses de plus de 300 entreprises, révèle une tendance. Les entreprises ayant des équipes très engagées affichent d'excellents résultats commerciaux. Bien sûr, de nombreux facteurs externes influencent la performance d'une entreprise, comme les conditions du marché ou le paysage concurrentiel. Pourtant, malgré tous ces facteurs externes, l'étude montre que l'engagement des collaborateurs explique plus d'un tiers, très exactement 36%, des différences de performance observées entre les entreprises du panel. Autre élément expliquant l'importance de cette notion d'engagement, le surinvestissement et le surengagement au travail en start-up tendent à s'imposer comme une norme, comme les travaux de la sociologue Marion Fléché l'ont démontré. Ces start-up sont souvent perçues comme des modèles à suivre et créent des tendances en management favorisant notamment l'autocontrôle et le sentiment de responsabilité conduisant les travailleurs à se surengager. Mais de quoi parle-t-on vraiment avec l'engagement d'entreprise? Les travaux sur l'engagement d'entreprise des professeurs canadiens John Mayer et Nathalie Allen dans les années 90 se sont imposés au fil des années dans le monde académique. Ils définissent l'engagement comme, et là je les cite, un état psychologique caractérisant la relation de l'employé à son organisation et ayant des effets sur la décision de rester ou non dans l'entreprise. Fin de citation. Au-delà de cette définition, le principal apport de ces deux chercheurs sur ce sujet de l'engagement d'entreprise est de distinguer trois dimensions à l'engagement. Premièrement, l'engagement affectif. Il s'agit de l'attachement émotionnel de l'employé à son organisation. Deuxièmement, l'engagement de continuation. Il s'agit de faire une comparaison entre les coûts et les gains associés au départ de l'organisation, qu'ils soient financiers, sociaux ou professionnels. Si l'employé perçoit les coûts de départ comme trop élevés, alors il reste dans son entreprise. Troisièmement, l'engagement normatif. Il reflète un sentiment d'obligation morale envers l'organisation. L'employé reste car il se sent tenu de rester en raison de normes ou de valeurs qui lui sont propres. Pour résumer, disons que l'engagement, qu'il soit affectif, de continuation ou normatif, est l'équivalent d'une force psychologique qui lie un salarié à son entreprise. Mais pas uniquement. L'engagement lie les salariés également à son métier, à son équipe, à son supérieur, à ses clients. Bref, l'engagement est un concept large et multidimensionnel. Le sujet de l'engagement d'entreprise a fait l'objet de très nombreuses recherches depuis les années 1940 et depuis les travaux de l'enseignant-chercheur américain en psychologie Gordon Allport, définissant l'engagement d'entreprise comme, là, de nouveau, je le cite, l'attitude d'un collaborateur qui participe activement à son travail. Fin de citation. Depuis, comme l'indique le maître de conférence Michel Barabel, plus de 20 000 articles académiques et des centaines d'ouvrages ont été écrits sur le sujet. Face à cette explosion volumétrique, je peux difficilement faire un résumé de l'existant. Je peux par contre vous partager au minimum deux autres analyses de l'engagement d'entreprise, en plus de celles des chercheurs Meyer et Hélène. Citons d'abord la psychologue du travail Cécile Dume, que nous allons interviewer un petit peu plus tard, pour qui des processus conscients et inconscients nous entraînent vers l'engagement au travail et génèrent également des attentes vis-à-vis de l'entreprise. Elle cite deux facteurs créant de l'engagement, le contrat psychologique avec l'entreprise et le contrat narcissique. Le contrat psychologique avec l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Nous nous faisons une idée de ce que l'entreprise attend de nous. Cette représentation est liée à notre expérience et aussi à ce que l'entreprise véhicule comme message. Nous avons également une représentation de ce que l'entreprise nous doit en retour. L'autre contrat est le contrat narcissique, qui est une adhésion aux valeurs du groupe, ainsi qu'à sa contribution à la pérennité du groupe, en échange de la reconnaissance apportée par l'entreprise et de la place offerte au sein du groupe.
Autre analyse sur l'engagement d'entreprise, celle de la psychologue et docteure en psychologie Amélie Sandoval. Elle propose de concevoir l'engagement et le désengagement au travail comme des processus dynamiques qui se développent dans la rencontre entre un sujet et une situation et relèvent de dimensions à la fois individuelles et organisationnelles, mais aussi psychologiques et sociales. Ces conduites peuvent permettre de s'adapter, de se défendre et de résister dans des situations vécues, mais aussi de les transformer et d'agir sur soi et sur son environnement. Au-delà de ces définitions, de cette théorie, de ces analyses, comprendre et mettre en musique un environnement qu'il favorise, c'est aussi permettre, pour paraphraser le sociologue François Dupuis, c'est aussi permettre aux salariés de faire ce petit plus qui n'est pas prévu dans sa fiche de poste ni dans le règlement intérieur. Ce petit plus qui fait la différence dans le quotidien de l'organisation d'entreprise. La compréhension de l'importance de ce petit plus est fondamentale pour une personne exerçant un rôle de manager. Car si le management est, pour reprendre les propos du directeur associé du PCG Yves Maurieux, le fait d'accompagner des personnes afin qu'elles réalisent ce qu'elles ne feraient pas spontanément, car si être manager consiste, pour reprendre les propos de la consultante RH et psychopraticienne Sylvain Perragin, consiste à développer la coopération, manager, c'est aussi et avant tout poser un cadre, définir et faire respecter aussi bien des process que des règles. Et c'est ce que nous apprennent l'ergonomie, mais aussi la sociologie du travail. L'ergonomie et la sociologie du travail, c'est qu'il y a toujours un écart entre ce travail prescrit par le manager et le travail réel. Et c'est normal. Il est impossible de tout prévoir, de tout anticiper, comme il est aussi illusoire de penser qu'un process va répondre à tous les cas de figure. C'est le salarié qui va jouer de son intelligence pour adapter la prescription à la réalité. Et sans ce petit plus que permet l'engagement pour aller au-delà de ce qui est prescrit, le travail se fige. L'illustration parfaite de cela est la grève des douaniers, également appelée la grève du zèle. Lorsqu'ils souhaitent se mettre en grève, les douaniers n'arrêtent pas de travailler, ils respectent à la lettre les process et des kilomètres de bouchons se forment. La question que nous pouvons maintenant nous poser est comment créer un environnement favorisant l'engagement, comment permettre à ce petit plus d'apparaître. Selon les chercheurs John Mayer et Nathalie Allen, l'engagement peut être renforcé en ciblant chacune des 3 dimensions de l'engagement avec des stratégies adaptées. Concernant l'engagement affectif, cela peut passer par la création d'un environnement où les salariés ou les employés se sentent respectés, soutenus et reconnus. Cela consiste à offrir des formations, du mentorat et des perspectives d'évolution pour renforcer leur sentiment d'accomplissement. Et cela revient aussi à mettre en avant des valeurs partagées et une mission qui résonne avec les employés. Concernant l'engagement de continuation, cela revient à proposer des salaires et des avantages sociaux attractifs, comme des régimes de retraite ou des assurances, mais aussi des incitations à long terme, telles que des primes de fidélité ou des actions dans l'entreprise. Cela consiste à offrir des garanties contractuelles ou un environnement prévisible pour réduire les risques perçus liés au départ. Concernant l'engagement normatif, les stratégies peuvent être de valoriser symboliquement ou officiellement la contribution des salariés. Là encore, la reconnaissance. La stratégie peut être aussi d'encourager la collaboration et les relations interpersonnelles positives au sein de l'organisation, mais la stratégie peut aussi être d'insister sur l'importance des valeurs et de la mission d'entreprise de l'intégration pour aligner les employés sur une vision commune. À noter qu'une même stratégie peut jouer sur les 3 niveaux d'engagement. Par exemple, une augmentation de salaire peut avoir un impact sur l'engagement affectif de l'employé. Cela peut avoir un impact s'il voit ce geste, ou plutôt dans ce geste, une manifestation de l'intérêt que l'entreprise lui porte en tant qu'individu. De même, cette augmentation, en raison de l'accroissement des coûts associés au départ éventuel, cette augmentation peut influencer l'engagement de continuation du salarié envers son entreprise. Enfin, une augmentation de salaire peut amener l'employé à développer un sentiment d'obligation et donc un engagement normatif envers l'entreprise parce qu'il se sent redevable à son égard. Les chercheurs Meyer et Allen précisent que pour maximiser l'engagement, il est essentiel d'équilibrer ces 3 dimensions et de les adapter aux besoins spécifiques des employés. Toutefois, les résultats des recherches empiriques suggèrent que l'engagement affectif constitue la variable la plus importante dans le départ volontaire d'une entreprise, mais aussi dans l'absentéisme, la performance ou le bien-être. Ces stratégies pour créer un engagement des salariés à leur entreprise ne sont pas exhaustives. L'engagement des salariés dépend de déterminants supplémentaires tels que l'autonomie dans le travail ou encore le travail en équipe. Une étude de 2019
menée par Cécile Sésame, Sabrina Loufrani, Philippe Lu et Laurence Saglietto, a montré également que la communication interne d'entreprise a un effet positif et significatif sur l'engagement au travail des salariés, du point de vue de leur satisfaction au travail comme du point de vue de leur adhésion aux objectifs de l'entreprise, et ce dès lors que le salarié se sent impliqué dans cette production de l'information, et donc dès lors que la communication interne est participative et centrée sur les personnes. Alors, nous venons de voir les conditions pour créer un engagement favorisant l'engagement d'entreprise selon différents auteurs, autrices, chercheurs, chercheuses. Toutefois, l'engagement n'est pas qu'une conséquence de facteurs exogènes, l'engagement peut être suscité par le salarié lui-même. On parle alors d'auto-engagement lorsque l'employé s'automotive et s'autodirige dans ses tâches. L'auto-engagement, tel que défini par la sociologue Marion Fléché, repose sur l'idée que les employés ne sont pas seulement réceptifs aux injonctions ou contraintes extérieures, mais qu'ils internalisent des normes et des objectifs de leur organisation au point de les transformer en motivation personnelle. Cependant, cette dynamique n'est pas sans risque. Si elle peut mener à des gains en termes de performance et de satisfaction, elle peut aussi se traduire par une forme d'autocontrainte, où les salariés s'imposent eux-mêmes des exigences élevées, parfois au détriment de leur bien-être. Ce phénomène est souvent amplifié dans des contextes où la culture organisationnelle valorise fortement la compétitivité ou l'engagement sans limite, soit, par exemple, ce que l'on retrouve dans certaines startups. Pour conclure, l'engagement à son entreprise, ou plutôt, comme nous venons de l'évoquer, cette force psychologique qui lie un salarié à son entreprise, est aujourd'hui au cœur de nombreuses stratégies RH et managériales. Pour engager, voire surengager ces salariés, nombre d'entreprises se concentrent avant tout sur l'engagement affectif, l'une des 3 formes de l'engagement en entreprise selon les chercheurs Meyer et Allen. Cela peut être réalisé en créant un sentiment de proximité relationnelle entre les managers et les salariés, ou encore en brouillant la frontière entre vie privée et vie professionnelle, ou encore en communiquant sur des valeurs. Si le fait que des entreprises puissent produire des imaginaires, des valeurs ou des normes n'est pas chose nouvelle, le sociologue Michel Allemand précise que ce qui est nouveau, par contre, est le fait qu'elle manipule sciemment ces objets symboliques, dans le but de produire de l'engagement. J'en déduis que ce qui compte n'est pas alors tant ce que sont ces objets symboliques, mais ce que l'on en raconte. Ces normes et valeurs prennent alors le risque de devenir des normes et des valeurs compensatoires, réduites à de simples leviers d'engagement ou de valorisation externe. En prenant cette direction, l'entreprise peut échouer alors, selon moi, dans sa volonté initiale de réenchantement de son organisation. C'est sur ces mots que se termine ce compte-rendu de lecture d'articles portant sur l'engagement en entreprise. Pour préparer cet épisode, 4 articles m'ont été particulièrement précieux. L'un, paru en 1991, intitulé A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment, je m'excuse pour ce terrible accent, écrit par John Meyer et Nathalie Allen. Un autre, paru en 2009, intitulé L'engagement au travail, une analyse psychométrique de l'échelle de Calungo, écrit par Serge Perrault. Un troisième intitulé Produire l'auto-engagement au travail, écrit par Marion Fléché et sorti en 2023. Et un quatrième intitulé L'engagement des salariés dans le travail, paru en 2000 et co-dirigé par Kathleen Bentain. Je remercie tout particulièrement Lucrezia Asano pour son aide précieuse dans la préparation de ce compte-rendu de lecture. Passons désormais à la deuxième étape de ce hors-série de 0, consacré à l'engagement en entreprise. Nous sommes désormais à la seconde et dernière partie de ce hors-série de 0, portant sur l'engagement en entreprise. Cette phase est une interview de la sociologue du travail Cécile Dume. Cécile Dume, bonjour. Bonjour Denis. Eh bien, merci d'être avec nous. Je vais commencer cette interview par vous poser une question toute simple, a priori en tout cas. Qu'est-ce qui nous amène à nous engager dans notre travail ? Alors, quand vous m'avez proposé de réfléchir à cette notion d'engagement, ça m'a surprise un peu à double titre. Déjà, je me suis dit que vous m'aviez trouvé par les réseaux et j'avais pas tellement le souvenir en fait d'avoir écrit sur ce sujet, mais force est de constater que si. Et le deuxième élément un petit peu de surprise, mais de bonne surprise pour moi, c'est qu'en fait ça faisait référence à ma toute première intervention
quand j'ai commencé ce métier, il y a plus de 12 ans maintenant, 13 ans. La première mission sur laquelle j'ai travaillé donc avec une équipe de collègues, elle tournait autour de la question de l'engagement, du surengagement ou sous-engagement au travail. Et mais comme voilà, nous-mêmes on était très engagés dans notre travail, on a fait, on en avait aussi la possibilité sur cette mission. On a fait pas mal de recherches bibliographiques et donc on l'a abordé par un angle, parce qu'il y a plusieurs manières de l'aborder. On l'a abordé par l'angle du contrat psychologique et on a aussi joint la notion de contrat narcissique. Alors je vais revenir un petit peu donc sur ces notions-là. Donc le contrat psychologique, ça englobe deux choses. Ça englobe ce que le salarié estime que l'employeur lui doit. Donc c'est typiquement un salaire décent, des possibilités d'évolution, etc. Et ce que lui, il estime devoir à l'employeur. Donc ça peut être par exemple être là à l'heure, accomplir ses objectifs, etc. Et puis d'un autre côté, ça englobe aussi ce que l'employeur pense devoir au salarié et ce que l'employeur pense que le salarié lui doit. Donc c'est vraiment, on regarde toutes ces dimensions-là. Alors là, dans la question qui est posée, on va plutôt aller regarder ce que le salarié estime devoir à l'employeur et en retour, ce qu'il estime que l'employeur lui doit. Donc en fait, ce qu'on avait identifié, c'était que pour assurer le maintien du contrat psychologique, donc l'individu, la personne, module consciemment ou inconsciemment son engagement au travail. Par exemple, je m'engage fortement parce que je perçois que je corresponds peut-être pas encore aux attentes de mon employeur. L'organisation ne me donne pas ce que j'attends en retour de mon investissement. Donc là, en fait, je peux me sous-engager, parce que j'estime que j'ai pas ce que je mérite, ou au contraire me surengager en espérant que l'organisation reconnaîtra enfin mon investissement. Donc bon, on voit que évidemment c'est pas linéaire et que selon les situations et les personnes, on va aller vers du sur ou du sous-engagement, mais qu'on est bien là dans l'idée de maintenir ce fameux contrat psychologique à l'état d'équilibre, quoi. Et une deuxième notion qu'on avait mobilisée, c'était la notion donc de contrat narcissique. Donc c'est une notion que j'avoue j'utilise maintenant assez peu, mais pourtant elle était quand même assez riche finalement, et ça vaudrait le coup que je me repenche dessus. Donc là, cette notion, en fait, elle permet de décrire pourquoi et comment un salarié va se sentir valorisé ou non d'un point de vue narcissique. Donc cette valorisation, elle puise sa source dans le regard des autres, parce qu'on part du principe que l'individu, il a besoin d'avoir des relations stables avec les autres pour se sentir exister. Et donc dans l'entreprise, ces relations, elles s'établissent avec les pairs, la hiérarchie, c'est auprès d'eux qu'on recherche cette valorisation. Donc le contrat narcissique, il stipule que donc les pairs et la hiérarchie attribuent une place et une reconnaissance à l'individu, et donc satisfaisant entre guillemets son besoin narcissique, en contrepartie de son adhésion aux valeurs de l'entreprise et de sa contribution à la pérennité de l'entreprise. Autrement dit, c'est si tu nous prouves que tu adhères à nos valeurs d'entreprise et que tu t'investis pour qu'elles puissent continuer à exister, alors tu auras ta place et tu seras reconnu dans cette entreprise, voire même au-delà. Donc là, par rapport à la question de l'engagement, c'est un peu le même processus, mais donc pour maintenir ce contrat narcissique, par exemple, si on a le sentiment que le groupe ne m'offre pas de place en son sein alors que je suis très engagée dans l'adhésion aux valeurs et la contribution à la pérennité, le contrat il commence à se rompre. Et le cas inverse est aussi possible, c'est-à-dire que si je perçois que j'ai pas ma place,
je peux aussi me protéger en me sous-engageant dans le travail. Voilà. Donc dans le premier cas, je risque de me surengager, et dans le deuxième cas, je vais me sous-engager, quoi. En regardant ces deux notions, hein, le maintien du contrat psychologique ou le maintien du contrat narcissique, on peut dire qu'en fait le type d'engagement, que ce soit du sur ou du sous-engagement, ça va dépendre des possibilités qu'offre l'environnement. Par exemple, la tâche réalisée, des fois, elle permet de s'y investir pleinement, hein, mais dans d'autres cas, par exemple des tâches très monotones, c'est plus difficile de s'y engager pleinement, d'y engager son intelligence et sa subjectivité. Donc là, la possibilité de s'engager, elle va dépendre de ça, quoi. Il y a aussi, hein, selon votre positionnement hiérarchique, hein, vous allez plus ou moins pouvoir vous engager sur certaines tâches. Et puis, ça va aussi dépendre, hein, des caractéristiques de la personne, les expériences passées, la formation, etc. Donc en fait, ce qui va amener à s'engager, c'est ce que je suis, comment se jouent mes relations aux autres, ce que j'y mets, mais c'est aussi beaucoup de choses côté entreprise. Alors, vous avez dit, vous avez interrogé Vincent de Goljac, et en fait, quand j'avais fait cette mission, j'avais lu le culte de l'excellence qu'il avait écrit avec Nicole Aubert. Et donc, ça m'avait vraiment beaucoup parlé, hein, par rapport à cette première mission dans cette entreprise qui valorisait extrêmement l'excellence. Une entreprise qui valorise l'excellence, ça va plus facilement pousser les gens à se surengager, quoi. Donc la première question, c'est quoi la culture de l'entreprise, quoi. Est-ce que effectivement on est dans ce culte-là, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais si on le fait, il faut peut-être aussi savoir jusqu'où on va et quelle mesure de prévention on met derrière. Donc la prévention aussi dans une entreprise, comment c'est structuré. Est-ce qu'on est par exemple vigilant aux gens qui vont travailler plus de 15 heures par jour? Sur quoi aussi se base la politique RH, hein, le déroulement de carrière. Est-ce que on survalorise les gens qui abattent une quantité de travail? Est-ce qu'on va plutôt aller regarder l'innovation, l'originalité, la créativité? Et puis qu'est-ce qu'on met aussi derrière le terme engagement au travail, parce que c'est quand même un terme assez polymorphe, et donc il faut aussi peut-être quand on dit il faut s'engager dans le travail, il faut peut-être préciser ce qu'on met derrière, quoi. Ok. Pour conclure, j'aimerais vous poser une question spécifique sur les conséquences, on va dire, de l'engagement pour les personnes qui s'engagent. C'est-à-dire que si, pour moi, c'est assez clair, les conséquences, on va dire, de l'engagement pour l'entreprise, je pense notamment aux résultats financiers, je pense au fait que la personne va performer et donc remplir ses objectifs avec tout ce que ça peut entraîner de positif pour l'entreprise là-dessus. Par contre, je suis un peu plus dans le flou sur ce que ça amène, positivement ou négativement, à la personne lorsqu'elle s'engage auprès de son entreprise. Alors, qu'est-ce que ça apporte à la personne? Donc, déjà, à un premier niveau, hein, s'investir dans le travail, s'engager dans le travail, ça donne assez basiquement le sentiment de faire de son mieux. Voilà, que ça porte ses fruits ou non, on a au moins le sentiment d'avoir essayé. Ensuite, quand on s'engage, on a a priori plus de chances de produire un travail de qualité. Et ça, produire un travail de qualité, c'est un vrai facteur de santé. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, de Yves Clos notamment, qui démontrent que la source de la souffrance, hein, c'est quand les gens n'arrivent plus à produire un travail de qualité, parce que les conditions ne le permettent pas. Et donc Yves Clos, Christophe Dejour, ils vont plus loin en fait, hein, en parlant d'engagement subjectif, parce que quand on travaille, on doit toujours, hein, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, chercher des solutions. On doit toujours faire plus, on doit toujours à tout le moins faire différemment que ce qui est demandé. Parce que ce qui est demandé, c'est le prescrit, ça couvre jamais toute l'étendue des aléas du travail.
Et donc, pour faire ce qu'il faut, dans telle ou telle situation, vous allez engager votre intelligence, votre subjectivité. En gros, vous vous engagez, vous. Et ça, vous pouvez le faire de manière individuelle, mais vous le faites aussi bien souvent de manière collective. Mais voilà, mais dans un collectif, chacun a sa place. Et donc, quand ça marche, voilà, cet engagement-là, il porte ses fruits et qu'il y a la reconnaissance derrière par les collègues, le client ou le chef, que ce que vous avez fait, c'est bien, ça fonctionne. Ben là, vous avez vraiment un facteur de santé mentale majeur. En fait, si vous donnez, voilà, pas trop de vous, voilà, vous menez un travail qui vous engage pas trop, qui est assez facile, voilà, vous le faites bien, on le reconnaît, bon là, vous êtes content. Mais si vous y avez vraiment mis beaucoup de vous, voilà, vous avez eu vraiment un engagement subjectif fort, ben là, les retours pour vous, ils vont vous nourrir bien davantage que dans la première situation, qui était quelque chose de facile pour vous. Donc, effectivement, de jour, il dit, hein, on arrive parfois à supporter des choses très dures physiquement parce qu'il y a un investissement et il y a les retours de cet investissement en termes de reconnaissance, de plaisir au travail et d'accomplissement de soi. Donc il parle d'investissement physique là, hein, parce qu'il parle beaucoup d'investissement du corps et de l'esprit. Enfin moi c'est comme ça que je l'entends, parce que même dans un travail physique vous faites travailler votre esprit, et même dans un travail au bureau vous le sentez aussi physiquement, hein. On dit on tire sur la corde et on ressent de la fatigue physique. Donc on est tous amenés à s'engager dans le travail lorsque les conditions le permettent, et voilà, et en s'engageant et en recueillant les fruits, on améliore sa santé, son bien-être, son estime de soi, etc. Cécile Duc, merci. C'est ainsi que se termine ce hors-série de 0, portant sur l'engagement en entreprise. J'espère que ce format vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je m'excuse pour la qualité un petit peu aléatoire du son de mon micro. Merci et à très bientôt.